Donc voilà, donc le titre de ma présentation, donc favoriser l'approche ratée, la productivité discursive de l'échec vue à travers des œuvres de tricot. Évidemment, le mot productivité, juste une petite intervention là-dessus. Le mot productivité me dérange un peu, mais j'ai décidé de le garder. Je crois qu'on pourrait penser peut-être à le moteur discursif, le moteur avance, recule, mais il peut toujours continuer. Mais je suis allée avec productivité pour l'effet paradoxal. Donc, ma présentation d'aujourd'hui a pour but d'examiner le potentiel de l'échec dans des œuvres de tricot. Donc, pour ce faire, 3 œuvres de tricot serviront d'exemple à mon argument principal, soit que le tricot, en tant que médium artistique postmoderne, offre des avenues discursives permettant d'approcher la notion d'échec de manière à réenvisager les soi-disant valeurs du champ artistique. Donc, en effet, le processus de création rend les œuvres de tricot plus propices au mode de présentation artistique relevant d'une esthétique postmoderniste. Donc, ici, on a des exemples en forme d'installation, de sculpture et même de performance. Ce ne sont pas les œuvres que je vais analyser aujourd'hui, mais qui valent autant la peine d'être analysées. L'articulation, oui, et la cristallisation de l'idéologie postmoderniste vers la fin du 20e siècle, selon moi, coïncide avec l'historicisation du médium de tricot en tant que médium artistique dit valide dans le champ des beaux-arts. Donc, dans le fameux ouvrage de 1979, La condition postmoderne du philosophe Jean-François Lyotard, il fait le diagnostic de la société à l'ère de l'information. Et cet essai a pour but de décrire la nouvelle tendance épistémologique calquée selon les besoins d'une société technocrate. Donc, Lyotard y relève le défi épistémologique d'un champ de la science qui est partagé entre 2 philosophies. Donc, d'un côté, la vision de la science axée sur le postulat positiviste, donc l'efficacité et le progrès, et de l'autre, donc toujours à cette nouvelle ère postmoderne, l'autre faisant plutôt la promotion d'une pluralité d'énoncés scientifiques qui accueillent le doute, la remise en question et le déséquilibre de l'unité scientifique. Donc, cette dernière philosophie correspond à ce que Lyotard nomme la paralogie. Et ici, vous pouvez voir dans le PowerPoint qu'il y a plusieurs, ça fait partie de plusieurs jeux de langage qui sont décrits par Lyotard, mais l'activité de la paralogie, c'est celui qui m'intéresse en lien avec l'échec. Donc, la paralogie est une philosophie dite anti-méthode, car au lieu d'y prioriser le progrès, la philosophie paralogique considère l'échec comme faisant tout autant partie du processus scientifique et de sa légitimation. Donc, les questions suivantes se posent. Dès le moment où la pratique du tricot est mobilisée à l'intérieur du champ de production artistique, particulièrement celui des soi-disant beaux-arts, comment peut-on éliminer ce réflexe analytique qui insiste sur la valeur intellectuelle de la pratique? D'autre part, ou inversement, que résulterait d'une analyse qui porte son attention vers l'échec? Sommes-nous aussi ouverts à l'échec qu'on aimerait le prétendre, surtout dans le contexte de ce colloque? Donc, le défi de ma présentation sera donc d'analyser les traces physiques et discursives de l'échec à travers 3 œuvres de tricot. Et ici, j'ai juste une petite... c'est un peu comment l'artisanat et l'échec sont liés ensemble. Se sont liés ensemble à travers les études académiques. Donc, on parle beaucoup d'amateurisme et de déspécialisation du travail. Donc, on a d'un côté une citation de Stephen Knott dans Amateur Craft. Donc, beaucoup d'écriture à propos de l'amateur qui touche bien sûr à l'échec de cette façon-là. Donc, et de l'autre côté, on a plus en lien avec l'œuvre qui s'en vient, Ann Wilson qui a inventé le terme sloppy craft en parlant de son étudiant qui est Josh Fott et dont on va analyser une de ses œuvres. L'artiste et le professeur Ann Wilson, en parlant de l'œuvre de Josh Fott, l'a qualifiée de sloppy craft. Donc, cet élève est devenu une figure forte de cette forme artistique dite délibérément ratée. À première vue, l'intention de l'artiste paraît jouer un rôle important dans sa conception et le discours qui entoure l'œuvre.
Donc, c'est d'ailleurs le point sur lequel s'est attardé l'écrivain et commissaire Glenn Adamson en 2008 dans un article intitulé « When Craft Gets Sloppy », dans lequel il analyse l'œuvre de Josh Fott et il insiste sur l'inventivité conceptuelle de l'approche sloppy ou ratée. Donc, il faut souligner que depuis 2008, la méthodologie Sloppy Craft a fait l'objet de plusieurs analyses, a été revisitée à plusieurs reprises. Mais toutes ces analyses portent à réflexion sur les seuils d'acceptabilité de l'artisanat raté. Donc, faut-il réussir avant d'échouer intentionnellement? Encore une fois, l'échec n'a-t-il sa place que dans une optique positiviste axée sur le progrès et la dialectique? Donc, dans le livre Sloppy Craft, coédité par ma superviseure Ellen Chesley-Patterson et Suzanne Surratt, toutes deux professeurs universitaires spécialisés en artisanat, les autrices analysent le courant non pas multi-, trans- ou pluridisciplinaire, mais le courant post-disciplinaire autour de l'artisanat contemporain, incluant les pratiques amateurs, souvent regroupées sous l'appellation DIY, do it yourself. Donc, Josh Fott intègre à la fois les éléments crochetés à la main et des panneaux qui sont produits à l'aide du métier à tisser, donc un peu la machine. Donc, dans son ensemble, l'œuvre a l'air d'un bricolage non raffiné, donc d'où le raté. Mais malgré les apparences, l'artiste lie le sloppy à des considérations sérieuses, abordant des thèmes du passage du temps, de la mort et de la commémoration. Donc, le passage du temps est bien sûr marqué par le motif de l'horloge, dont les aiguilles, une fois l'image crochetée, sont destinées à demeurer fixes à jamais. Donc, la mort, un perpétuel échec car indescriptible et au-delà de l'expérience humaine, avait entouré l'œuvre, en particulier lors de son exposition. Et ça, ce n'est pas une image de son exposition, mais initialement, ça avait été réalisé pour être dans un columbarium à San Francisco, donc entouré d'objets funèbres. Donc, c'est ça, dans le columbarium qui a porté l'artiste à réfléchir à la mort queer, considérant que le columbarium de San Francisco avait servi de lieu de dernier repos pour les victimes, dans les premières victimes de l'épidémie du sida. Et donc, dans le columbarium, on voyait des objets quotidiens qui apparaissaient sporadiquement dans les, pour remémorer les morts, les personnes décédées. Et ici, on voit un peu la même chose qui est repris par Fott, donc les objets qui apparaissent et les objets qui sont des traces d'intimité de la personne. Donc, c'est ça, des objets des plus quotidiens, des plus banals, les pretzels, il y a des cartes d'anniversaire et c'est pas par rapport au crochet, donc j'y parle pas trop, mais je trouve ça intéressant, le Ashes of Telephone Solicitors. Donc, tout ce qui passe sous la main de l'artiste. Mais en ce sens, ces objets banals adoptent une fonction nouvelle, celle de la mémoire, où l'esprit prend refuge du passage du temps. L'artiste remarque non pas sur l'échec de sa façon de faire, en fait, il parle très superficiellement de la matérialité de ses œuvres. Il est plutôt inspiré par une manière de penser queer qui est résidant à l'extérieur du corps, entend les esprits dans toute son immatérialité. Donc, l'ancrage dans le présent fait défaut dans l'œuvre de Fott, ce qui, en revanche, lui permet de flotter à travers le temps en accumulant des nouveaux moyens de faire en tant qu'amateur, dans lesquels il peut à la fois queeriser la notion de travail spécialisé et créer à l'extérieur des normes et des contraintes esthétiques. Et maintenant, on va passer à le deuxième artiste. Donc, l'échec du point de vue queer est aussi impliqué dans la pratique de l'artiste L.J. Roberts, qui définit son art comme artisanat queer, queer craft. Donc, dans une logique familière à celle de Fott, j'observerai ici l'œuvre queer de Roberts comme situant la notion d'échec et sa productivité discursive, cette fois-ci dans l'espace liminal qui est représenté par
le référent de la clôture barbelée, je devrais dire. Les structures tricotées par Roberts échappent à toute catégorisation de genre, de forme ou de lieu. Le point d'entrée de l'échec provient peut-être de l'élément de naïveté dans les œuvres de tricot de l'artiste, donc qui sont créées à l'aide d'une machine à tricoter pour enfants. Donc, ce sont les outils exacts utilisés pour, en fait, créer ce qui va recouvrir la clôture cyclonique typique. Donc, le Barbie Knitting Machine. Donc, c'est ça. Donc, réalisé, oui, entre 2009 et 2010, cette sculpture-installation imite la structure d'une clôture cyclonique. La clôture qui est typiquement grise et subvertie par des fils de laine de couleur néon. Contrairement à la rigidité de la clôture typique, qui comporte une grille uniformément divisée. J'ai oublié de mentionner le titre, mais c'est Building It Up to Tear It Down, pardon. Donc, l'œuvre brise toute illusion d'uniformité, alors que le fil de laine qui est serré autour des poteaux par endroits traîne aussi de manière grossièrement négligente à d'autres. Le résultat de ces subversions auxquelles est soumise la clôture initialement manufacturée est une rupture abrupte de sa fonction utilitaire telle que prévue au moment de sa fabrication. Donc, la fonction utilitaire de la clôture étant de séparer, de limiter et de délimiter l'espace, se voit complètement mise à nu. De plus, la clôture sert fondamentalement à séparer deux entités ou deux camps. À travers le monde, la marque de la clôture se traduit souvent par la violence opérée pour renforcer celle-ci. Si on pense aux frontières séparant deux pays les uns des autres, les clôtures ressemblent plus à un mur impénétrable couronné de barbelés. Donc, la politique qui est au cœur d'ailleurs de toute l'œuvre de l'artiste. Et donc, l'œuvre ci présente aurait été une manière de réinventer, selon l'artiste toujours, un symbole d'oppression et de déconstruire la notion de frontière. Et donc, en déconstruisant l'idée de frontière, l'artiste fait forcément face à un espace liminal, ambigu et queer. Le type d'espace où l'échec porte à penser a de nouvelles possibilités. Par exemple, lorsque la clôture séparant deux pays échoue à sa fonction, son échec pourrait en revanche signifier la liberté pour d'autres. Bon, je vais en parler comme ça, mais quand j'ai choisi l'œuvre, c'est premièrement le titre qui m'a un peu appelée en lien avec l'échec, parce que je me disais « Building it up to tear it down ». Je le lisais un peu comme d'une manière comme si c'était un échec après, mais c'est plus en analysant l'œuvre que je me suis rendu compte que c'était le but ultime de tear down la clôture. Donc, il y avait une sorte d'intentionnalité dans l'œuvre dès le départ. Et ça, c'est aussi reflété dans d'autres œuvres de Roberts, d'autres clôtures qu'elle a fait. Donc, c'est ça. Donc, ensuite, on a la dernière œuvre. Donc, ici, l'échec peut d'autre part constituer une critique du canon de l'histoire de l'art occidental, surtout en ce qui a trait à la préservation. Donc, l'œuvre que j'ai ici, Everything I Touch Turns to Mold, de l'artiste américaine Lisa Ann Auerbach, expérimente avec l'esthétique de la moisissure et ce qu'on peut percevoir comme une manifestation biologique d'une préservation ratée. Mais l'échec, la moisissure, est complètement artificielle. Elle est faite de laine. Malgré l'effort de l'artiste de tricoter un jacquard qui reproduirait les cercles de moisissure concentrique, l'effet de mimésis est pratiquement impossible au tricot. Et là, c'est une image que j'ai vue que j'ai trouvée qui se ressemblait un peu au cercle qu'on retrouve sur le pull et la jupe. Donc, c'est ça, c'est les pulls et les jupes tricotées par Auerbach dans cette série sont de mesure uniforme. Cependant, les motifs conceptualisés par l'artiste doivent être révisés, réimaginés
afin d'accommoder un nouveau commentaire ou slogan politique de l'article. Auerbach semble travailler de manière contre-productive, de cette manière comme ça, parce que habituellement, les patrons de tricot suivent une grille sur laquelle on dessine le design de notre choix et le résultat peut être traduit assez facilement. Par contre, on peut voir, surtout dans l'écriture, il y a beaucoup d'irrégularités, mais ça laisse un peu à penser si ce genre d'échec, cette irrégularité, était peut-être intentionnelle parce que c'est comme une manière pour l'artiste de développer sa propre voix à travers sa propre police. Je ne sais pas, police, c'est un mot qui me... Je ne sais pas, mais sa propre manière d'écrire. Parce qu'on peut voir les lettres, je crois, TOI, donc les lettres qui se répètent, elles ne sont pas de la même forme. Donc, même si elle a suivi une grille, c'était probablement en suivant son écriture à elle-même. Donc, le design volontairement inégal réalisé par Auerbach, qui apparaissait contre-productif, voire amateur à première vue, résulte finalement en l'élaboration de sa propre police d'écriture, sa signature, voire sa voix. Donc, parmi les œuvres de sa série, on a l'antithèse, donc « Everything I touch turns to sold ». Dans cette dernière, les cercles de moisissure sont remplacés par des frises de devises monétaires. Visiblement, le message tissé à l'intérieur des deux œuvres révèle un jeu langagier opéré par Auerbach qui met en évidence le processus de marchandisation de l'œuvre d'art tout en parodiant la nature arbitraire et spéculative du marché de l'art. Et là, on a ici une citation d'artiste qui renforce cette idée-là. Donc, I began making sweaters as part of an art practice and I thought they should be worth the same as objects in another medium. Given the market prices of paintings, I didn't think $5,000 for an artwork was unreasonable. The first time I wore this sweater out, an art dealer told me he'd give me $500 for the sweater. Insulting. Et ça, c'est une autre version. Donc, ce sont deux versions différentes, celle de 2009 et ça, c'était la première. Donc, dans ses premiers essais, peut-être ça se vendait un peu moins. Et ça, c'est quand ils ont été exposés. Elle a beaucoup d'autres œuvres comme ça. Et donc, pour conclure, l'avènement du tricot comme forme d'expression artistique légitime s'articule sur le fond de paralogisme de la condition postmoderne, soit une philosophie ouverte à l'expérimentation et à l'échec. L'échec déstabilise la logique de chaîne et de la déspécialisation dans une visée capitaliste. La déspécialisation opérée dans ces trois œuvres, dans les mains d'artistes que l'on pourrait qualifier de professionnels, renforce l'intentionnalité derrière leur échec. Ultimement, on revient à la question posée un peu plus tôt, à savoir si, dans les trois cas présentés, on assiste bien à l'échec ou bien à une vision sublimée de l'échec, facilement digérée à travers le métabolisme du champ de l'art postmoderne par des artistes tous américains dans les années suivant la crise économique de 2008, qu'on peut qualifier d'un échec caricatural du marché de la spéculation capitaliste et on l'espère qu'il continue de contribuer à marquer l'imaginaire collectif.